d'assister aux répétitions du 14 juillet avec une doublure d'Emmanuel Macron, parce que oui, il existe une doublure d'Emmanuel Macron pour les répétitions du 14 juillet, et vous allez voir que ce de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Cette vidéo est sponsorisée par l'agenda 2030, Klaus Schwab et Greta Thunberg. C'est une blague. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! And reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. On va tous mourir! The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. We need a great reset. We need reset. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, oui, il faut le dire clairement, pour reprendre le titre que les Verts ont voulu donner à ce débat, l'Europe risque de compromettre la protection de l'environnement et de manquer à ses engagements internationaux en la matière. Mais ce n'est pas du tout parce que le PPE s'opposerait à la protection de l'environnement, chers collègues. C'est parce qu'à 12 voix près, ce Parlement a choisi aujourd'hui de poursuivre dans le déni de réalité. Le vote de la loi dite « Restauration de la nature » est une nouvelle très inquiétante, pas seulement pour tous ceux qui travaillent, produisent et vivent dans nos pays, mais pour la nature elle-même,
que cette loi promet de restaurer. L'équation est assez simple. En leur imposant encore plus de contraintes, de normes, de complexité administrative, cette loi va contribuer à faire baisser en Europe la production de ce dont nous avons besoin. Contrairement aux fausses informations diffusées par beaucoup de ceux qui l'ont défendu, ce texte exige bien, et oui c'est un fait, que 10% des surfaces cultivées en Europe soient mises en friche, par exemple. Elle conduira donc à interdire une partie de la production agricole. Elle conduira aussi à interdire des espaces maritimes à nos pêcheurs. Et elle fera ainsi mécaniquement baisser la production alimentaire dans nos pays. Et l'étude d'impact de la Commission européenne elle-même le confirme, Monsieur le Commissaire. Est-ce que ce Parlement n'a rien appris des derniers événements? Nous avons vécu la pénurie de masques pendant la crise du Covid, la pénurie d'énergie pendant la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il faut que les citoyens de nos pays ne puissent plus s'alimenter pour que nos institutions réalisent que la décroissance alimentaire est une faute lourde? Les tensions sur la production agricole comptent déjà pour beaucoup dans l'inflation des prix alimentaires qui pèse lourd sur tant de foyers. Mais le plus aberrant derrière cela, le plus aberrant, c'est qu'en réalité, lorsque nous aurons cessé de produire en Europe, nous n'aurons pas rendu service à l'environnement. Nous avons les producteurs qui respectent les règles les plus exigeantes en la matière du point de vue environnemental. Et tout ce que nous ferons pour faire baisser la production dans nos pays, nous le ferons pour offrir des avantages compétitifs à une production extra-européenne qui, elle, dévaste l'environnement. Faut-il que nous fassions mieux? Oui. Faut-il que nous fassions moins? Non. Et faire moins aujourd'hui, c'est mettre en danger exactement la nature que nous prétendons servir. Ce défi est global. Nous ne le résoudrons pas seulement en sabordant notre économie. Ah bah bien sûr, vous n'êtes pas fait du tout pour vivre à 48 degrés et surtout vous n'êtes pas fait pour vivre avec une température de la journée qui est très élevée, une température de la nuit qui ne baisse pas. Et c'est là où en fait ça tue. Bon, alors il y a plusieurs types de canicules, c'est-à-dire en fait quand elles arrivent lentement, les corps s'habituent. Mais quand ça arrive brutalement, c'est là où c'est un véritable massacre pour les personnes, comme vous le disiez, les plus fragiles, dont ceux qui sont souvent les plus malades et aussi ceux qui sont les plus pauvres et qui ne peuvent pas se protéger de la chaleur. Bon. Il faut remettre le masque dans les transports. Là, c'est ce que vous dites ce soir, le message que vous faites passer. Bien sûr. Dans les transports, on remet le masque. Obligatoire ou pas? Mais moi, je pense qu'il faut obligatoire comme ça l'a. Mais les gens ne disent bien sûr obligatoire. Les gens ne réclamaient pas. Les gens ne le réclamaient pas. Bien sûr, c'est Olivier Véran. Ils étaient ravis. Moi, je pense que la violence, elle est endémique. Quelle que soit, c'est comme une maladie. Le virus est là, la bactérie est là, et tout d'un coup, il y a un facteur extérieur qui fait que ça explose. Le footing peut accélérer la propagation du virus. On fait du jogging. D'abord, on est en hyperventilation, c'est normal, on augmente sa respiration. Alors les gens, ils disent, je suis tout seul en forêt, je risque rien, je ne rencontre personne. Oui, mais eux-mêmes peuvent transporter le virus. C'est inquiétant parce que les températures là qui arrivent et qui sont dans le sud de l'Europe, ne rêvez pas, elles vont arriver de toute façon en France. Et c'est terrible parce que si vous voulez, c'est chaque année maintenant que ça se produit. L'année dernière, vous avez eu 60 000 morts en Europe sur la canicule. Et vraiment qui descendait en flèche, en fait elle remonte un peu. On s'y attendait, c'est pas majeur, c'est pas majeur. On s'y attendait parce que justement il y a eu toutes les mesures, on a dit vous pouvez enlever le masque. Oui, on a levé les restrictions. Ouais. Voilà, donc c'est normal que ce virus recircule et ce fameux variant. Mais c'est toujours plus ou moins des personnes en surpoids, des personnes avec non pas des comorbidités, mais qui ont quand même des faiblesses. Les graves, oui, les graves. Et des gens pas vaccinés. Et des gens pas vaccinés. On n'a jamais en réa de patients qui a été vacciné. Tous ceux qui sont en réa n'ont pas été vaccinés. Ça, c'est hyper important. En France, 190 000 effets secondaires, 25% de graves. Il n'y a pas d'alerte. Il y a des effets qui sont irrémédiables. On voit des gens qui sont amochés à vie et des gens qui sont morts. Pas d'alerte. Pas de danger pour la population. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. Je pense que là, on va atteindre encore un record et les chiffres que vous donniez, notamment hier soir sur BFM avec le représentant du GIEC qui expliquait que la température moyenne de la planète était passée au-dessus de 17 degrés, bah en fait c'est très très inquiétant. Ces variations étonnantes, oui, absolument. Et ça, c'est entre quoi et quoi, c'est 28 000 Alors oui, 000 ans oui, c'est ça, pour simplifier, c'est 28 000 ans jusqu'à 13 000 à peu près. Non, 38 000 et à 13 000. Ouais. Et puis alors, justement, vers 13 000 ou un peu après, il y a un phénomène tout à fait nouveau qui s'est produit, c'est-à-dire un réchauffement, lui, alors beaucoup plus spectaculaire que le réchauffement précédent.
qui a fait qu'en Europe, la température a augmenté d'une vingtaine de degrés. La température d'hiver a augmenté d'une vingtaine de degrés en quelques décennies. Ça, c'est des choses, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui au point de vue variation thermique. Oui, c'est énorme. Oui. Et avec donc déjà à ce moment-là une première apparition de sociétés pré-néolithiques, pré-agricoles au Proche-Orient. Et puis suivi par une nouvelle offensive de l'âge glaciaire terrible, qui met toutes ces pré-civilisations en quelque sorte en déroute. Et ensuite, un nouveau réchauffement tout aussi spectaculaire que le précédent, qui, donc, de l'ordre d'une vingtaine de degrés en Europe et un peu moins au Proche-Orient, qui annonce ce qu'on appelle notre Holocène, c'est-à-dire la grande période relativement calme dans laquelle nous vivons depuis 12 000 ans, l'Holocène. Et une des choses qu'on entend depuis déjà des décennies, oui, c'est l'homme qui est la cause, c'est l'homme qui est ceci, qui est cela. Alors, remettons en perspective, vous avez si bien fait dans votre livre, Olivier Postel-Vinet, cette espèce qui consiste à dire, ça y est, réchauffement climatique, alors maintenant on dit changement, enfin on dit tout et n'importe quoi. Comment peut-on, alors vous citiez juste en antenne la phrase d'un écrivain ou d'un philosophe. Oh, c'est un historien helléniste français qui s'appelle François Hartog, qui parle de notre tendance à nous accrocher à ce qu'il appelle le présentisme, c'est-à-dire qu'on est en fait on vit le nez sous le guidon du présent, et on ne cherche pas à relativiser ce qu'on vit simplement en prenant une distance nécessaire, pleine de bon sens, qui consiste par exemple à savoir ce qui s'est passé avant. Que nous dit ce rapport ? Alors il nous dit 3 choses. D'abord, et c'est la plus importante à mon sens, les scientifiques n'ont plus aucun doute. Oui, les activités humaines causent bien le réchauffement climatique. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est le langage le plus fort jamais utilisé par les scientifiques à ce jour. Le dernier rapport, il date de 2013, et là on nous disait que le rôle des activités humaines est extrêmement probable. Et bien là, il n'y a plus du tout d'ambiguïté. Le rôle des activités humaines est, je cite, sans équivoque. Il y a donc clairement un changement de ton qui nous dit quoi ? Que nous avons créé cette crise climatique que nous traversons. On a l'impression quand même qu'il y a dans cette histoire du climat, enfin que depuis en tout cas quelques dizaines d'années encore une fois, et ça s'apparente, et on en parlait hors antenne, presque une espèce de religion, quoi. C'est une question de croyance presque. Oui, on est tout à fait dans le domaine de la croyance. Quand on voit les jeunes qui manifestent, comme ils disent, pour le climat, les jeunes qui forcément ne connaissent rien ni à la climatologie ni bien sûr à l'histoire longue du climat, et d'ailleurs à mon avis souvent à l'histoire tout court. Je veux pas être méchant, mais quand même il y a comme une déperdition du savoir historique. Mais plus généralement, le militantisme de beaucoup de climatologues, surtout ceux qui tiennent le haut du pavé, le militantisme, hélas, de la plupart des journalistes qui écrivent sur le climat et sur l'environnement en général, et donc qui confondent les premiers militantisme et science et les deuxièmes militantisme et information. Tout ça finalement percole et atteint l'ensemble de la société, au point que l'on peut peut-être parler en effet d'un phénomène religieux. Je ne suis pas le seul à avoir évoqué cette question, mais je me suis amusé à relever les quelques points de comparaison qu'on peut faire avec une religion. Je vais aller très vite. Ouais. Il y a un texte sacré, c'est les rapports du GIEC. Il y a un dogme qui est massivement... L'évangile. Il y a un dogme qui est massivement partagé, presque, peut-être pas autant que à l'époque du Moyen-Âge pour la religion chrétienne, mais presque. Il y a un clergé, je parlais à l'instant des scientifiques et des journalistes. Il y a des grands-messes, des conciles, ce sont les COP, COP 21, 22, 23, 27, etc. Il y a une vision apocalyptique, comme souvent dans les religions. Il y a la croyance qu'un changement de comportement peut mener au salut,
C'est quand même très semblable. Et puis, last but not least, il y a la répression des opinions dissidentes. C'est la première chose. La deuxième, on va passer sans doute la barre de réchauffement climatique d'1,5 degré beaucoup plus tôt que prévu. 2030, c'est 10 ans plus tôt que prévu. Traduction, ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement que le rythme du réchauffement climatique s'accélère et que du coup, eh bien, certaines conséquences de ce réchauffement climatique sont irréversible, la hausse du niveau des mers ou par exemple la fonte des glaces. Et puis enfin, troisième point clé, c'est plutôt au niveau des prévisions. Cette fois-ci, les conditions météo extrêmes seront sans précédent, même à 1,5 degré de réchauffement. Sachant qu'il faut toujours le rappeler, hein, là on le sait peu, mais on a déjà dépassé 1 degré de réchauffement. Les accords de Paris nous disent qu'il faut rester en dessous de 2, voire 1,5 degré. Donc là, il va falloir accélérer l'action politique. Comme vous dites, le fameux cancer, la nature a un cancer, c'est le cancer, c'est l'homme. Et cette espèce d'opposition homme-nature est une idéologie fabriquée quand même dans ces débuts du XXe siècle, quoi, qui a commencé à fleurir. Oui, alors c'est une idéologie qui remonte assez loin. Il y a l'américain Thoreau, vous savez, Henry David Thoreau, voilà, au milieu du 19e siècle, mais qui a vraiment pris corps. Alors d'abord dans d'autres domaines de l'environnement, avec Rachel Carson sur les pesticides, etc., mais qui s'est focalisé sur le climat à partir du moment où on a établi que les émissions de gaz à effet de serre augmentaient de manière régulière. C'était des mesures prises au-dessus d'un volcan à Hawaï, et à partir du moment où on a compris qu'on a vérifié que les gaz, il s'agissait de CO2, hein, oui, du CO2, bien sûr, augmentaient de façon régulière. À ce moment-là, on a mis la question du climat, enfin les écologistes ont mis la question du climat sur le devant de la scène. Ce qui est amusant, c'est de rappeler que à la suite du réchauffement des années 20-30, que j'évoquais tout à l'heure, il y a eu une période de refroidissement assez sensible dans les années 50, qui a fait que beaucoup de climatologues ont pensé que la fin de notre période interglaciaire était en train d'arriver, et ils ont crié à l'arrivée d'un nouvel âge glaciaire. Il y a eu toute une époque pendant laquelle une bonne partie de la communauté des climatologues, ce que je montre dans mon livre, était convaincue qu'on arrivait, voilà. Et puis la période froide, la période de froid, comparable peut-être à ce qu'on connaît précisément aujourd'hui en Angleterre ou en France du Nord, cette période s'est arrêtée, et à ce moment-là, au contraire, les températures se sont remises à monter, et c'est à cette époque, en fait, à la fin des années 80, que le GIEC a été monté à la suite de cris d'alarme poussés par des climatologues américains. Et c'est intéressant parce que je ne dis pas que ce sont les mêmes qui disaient que la glacière... Dans certains cas, c'était les mêmes. Voilà. Oui. Sinon, c'est l'échec de l'accord de Paris. La spécificité de ce rapport, Marina, c'est un chapitre spécial entièrement dédié aux événements climatiques extrêmes dont on a fait beaucoup allusion, évidemment, cet été. Voilà, on en parle très souvent dans vos journaux. Les inondations en Chine, en Allemagne, ce fameux dôme de chaleur avec des morts, de nombreux décès au Canada ou aux États-Unis.
that these policies, they're not just destroying lives, they're rooted in lies, all of them. Our next guest was once a climate alarmist, but now says the entire movement is, quote, a scam. Tom Harris is the executive director of the International Climate Science Coalition. He joins me now. Tom, good to see you tonight. Now, you actually say the only way to get rid of this is to go after the science of climate change. Explain. Yeah, exactly. But the real underlying thing is that there is no climate crisis. You know, I was originally an aerospace engineer, and I would give speeches and I wrote articles. I wrote one in the Ottawa Citizen about comparative planetology, how studying the planets helps us understand the Earth better. And I used the example of the runaway greenhouse effect on Venus. I said, this could happen on the Earth if we don't reduce carbon dioxide. Well, a local professor at Carleton University, professor of geology, he liked my article so much he used it in his course on climate change. But he said to the students, but that part about Venus is wrong. What happened on Venus cannot physically happen on the Earth, and he explained why. Now, I thought, who is this climate change denier? Well, he invited me into his lab, and he showed me the geologic history that he and others are finding, and they found no consistent correlation between carbon dioxide and Earth's temperature. At times, CO2 was 1,300% of today, and we were stuck in very cold conditions. So it was all over the board. So I started wondering, well, maybe he's right. He exposed me to a lot of people who actually showed me that there are thousands of scientists. There are thousands of references here which talk about the fact that there is no foundation to the climate scare. It's all based on models that don't work. But Tom, when you hear, you know, politicos especially, but not just the politicos, celebrities, it's settled science. Science is settled. Is science ever settled, really? I mean, except over time where you really, you know, what is H2O? We know what H2O is, right? We understand that. But is this science settled really quickly? No, in fact, it's a very immature science. The bottom line is we have no clue what's going to really happen. Carbon dioxide is the currency of life and the most important building block for all life on Earth. All life is carbon-based, including our own. Surely the carbon cycle and its central role as the foundation of life should be taught to our children, rather than the demonization of CO2 that carbon is a pollutant. We know for a fact that CO2 is essential and that it must be at a certain level in the atmosphere for the survival of plants, which are the primary food for all the other species alive today. Should we not encourage our citizens, students, teachers, politicians, and other leaders to celebrate CO2 as the giver of life that it is? It is a proven fact that plants, including trees and all our food crops, are capable of growing much faster at higher levels of CO2 than present in the atmosphere today. Even at today's concentration of 400 parts per million, 0.04%, 0.04%, are relatively starved for nutrition. The optimum level of CO2 for plant growth is about 5 times higher, 2,000 parts per million. Yet the alarmists warn it is already too high. They must be challenged every day by every person who knows the truth in this matter. CO2 is the giver of life, and we should celebrate CO2 rather than denigrate it, as is the fashion today. Avant la période industrielle, ou pré-industrielle, il y avait ce qu'on appelait la période du petit âge glaciaire, qui était une période très froide. Et à partir des années 1850-1900, en gros, eh bien, on sort assez logiquement de cette période froide pour arriver à une période plus chaude. Voilà. Par ailleurs, nous savons que nous avons connu pendant notre histoire, pendant l'histoire humaine, nous avons connu des périodes chaudes qui étaient comparables à la période actuelle, voire plus chaudes. La grande période du néolithique qui a suivi le réchauffement du début de l'Holocène dont je parlais tout à l'heure, cette grande période qui a fait que on a inventé l'agriculture, on a inventé les villes, on a inventé la guerre, on a inventé l'esclavage, d'accord? Eh bien, cette période-là... La sédentarisation. La sédentarisation, cette période-là, elle s'est faite à la faveur d'une période de réchauffement beaucoup plus longue et beaucoup plus significative qu'actuellement. Hein,
il a fait plus chaud qu'aujourd'hui pendant plusieurs milliers d'années. Le niveau de la mer était plus élevé qu'aujourd'hui. Je pense que les glaciers... Il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Il faisait plus chaud, beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais je pense que on peut penser que les glaciers alpins avaient complètement disparu, par exemple. Il faisait plus chaud. Et ensuite, il y a eu l'optimum romain. L'optimum romain, c'est-à-dire à l'époque d'Auguste, de l'empereur Auguste, en gros, l'optimum romain était une période dans laquelle aussi il faisait aussi chaud ou plus chaud qu'aujourd'hui. Ensuite, il y a eu l'optimum médiéval, pour lequel on peut discuter la question de savoir s'il faisait plus chaud ou moins chaud, mais en tout cas, c'était une période comparable. L'optimum médiéval, là, on s'approche de Noël. Il y avait des fraises mûres. Une année, on a trouvé des fraises mûres à Liège, à Noël. Il faut imaginer quand même ce que ça signifie. Ouais. Et ça, c'était à l'époque du Moyen-Âge. Enfin, ça, c'était l'époque, oui, c'est l'époque du Moyen-Âge. C'est l'époque d'Héloïse et Abélard. I don't have opinions. I have demonstrable facts. These facts are validated and these facts are repeatable. Fact number one, no one has ever shown that human emissions of carbon dioxide drive global warming. Never been shown. And if it could be shown, then you would have to show that the 97% of emissions, which are natural, do not drive global warming. Game over. We are dealing with a fraud. It's a scientific fraud from day one. We hear the propaganda that increases of the gas of life, a trace gas in the atmosphere, will bring a disaster and that we will have runaway global warming. Sorry folks, we've known for 200 years from chemistry that it's the exact inverse. Now I'm sure some of you tried this last night at the dinner with a champagne or a beer and you forgot to drink it and it warmed up and it kept bubbling and bubbling and bubbling and bubbling. And that is the inverse solubility of carbon dioxide. We've known that for 200 years. We see it from the ice cores. When we drill into ice, we have chemical fingerprints that tell us what the temperature was, and we have little bits of trapped air. And we can show that when we had natural warming, some 650 to 6,000 years later, we had an increase in carbon dioxide. It's not carbon dioxide that drives temperature. It's the exact inverse. Another fraud. Remettons en perspective justement pour la période dite moderne. Quand je dis la période dite moderne, depuis, l'industrialisation, les 100 ou 200 dernières années, le monde dit moderne, dit contemporain. Et où on dit que là, tout s'est déréglé. Moi, je me rappelle, ça ne me rajeunit pas, mais je me rappelle le Club de Rome, les premiers rapports du Club de Rome, le GIEC et puis beaucoup d'autres qu'on entend du soir au matin et du matin au soir. Alors, parlons de cela, puisqu'on dit, ah oui, mais tout ça, vous voyez, c'est l'homme, l'action de l'homme sur la nature, etc., etc. Que dites-vous là-dessus? Vos travaux vous ont fait aller vers quoi? Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a un petit peu comme le présentisme, mais d'une autre façon, il y a la montée d'une idéologie. Cette idéologie, on la retrouve très clairement dans les rapports au Club de Rome des années 70. Et il y a une formule que j'apprécie beaucoup et que je pense qu'il faut ressortir à chaque fois, c'est la nature a un cancer et ce cancer, c'est l'homme. Alors ça, si vous voulez, c'est la base un petit peu de l'idéologie écologiste actuelle. Je n'ai rien contre l'écologie. Il est très important de défendre l'environnement, etc. C'est pas le sujet. Mais cette idéologie, néanmoins, elle est très prégnante et on peut estimer aujourd'hui que, disons qu'elle est la grande idéologie qui fait pièce au néolibéralisme. Il y a deux grandes idéologies. Le socialisme, c'est fini. Il y a l'écologisme d'un côté, le néolibéralisme de l'autre. Alors maintenant, d'un point de vue scientifique, ce que je crois on peut contester, je suis pas le seul, hein, il y a des scientifiques qui le disent de façon très claire, notamment un scientifique américain qui a écrit un livre récemment là-dessus. Contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de corrélation claire entre les émissions, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et la hausse des températures. Donc il n'y a pas de corrélation avec le réchauffement. Il n'y a pas de corrélation nette. Alors, primo, le climat a toujours changé. Alors, dire changement climatique, que c'est un truisme.
Ça sert strictement à rien, le climat change. Et il change à toutes les échelles de temps et d'espace. Il n'y a pas de climat global, donc il n'y a pas de réchauffement global. Ça n'existe pas. Dans la réalité, il y a des régions qui se réchauffent, d'autres qui se refroidissent. C'est pas parce qu'on fera la somme entre une région qui se réchauffe et une qui se refroidit qu'on va obtenir une température moyenne. Et ça n'a, sur le plan climatique, strictement aucune valeur. Par contre, la question à se poser, c'est pourquoi y a-t-il des régions qui se réchauffent? Pourquoi y a-t-il des régions qui se refroidissent? Si on ne se pose pas ce genre de questions, on ne fait pas de la météorologie ou de la climatologie, on fait de la climatologie people. Pour dire que le gaz carbonique est à l'origine des variations climatiques, ça c'est encore une nouveauté sans fondement. Ce que vous dites là, c'est considéré aujourd'hui comme du négationnisme, quoi. Oui, mais bon, on peut utiliser n'importe quel terme. Les gens qui disent ça sont des gens absolument ignares en climatologie, c'est-à-dire des propagandistes. On nous a toujours caché, ou les médias ont caché, que d'abord la température est modifiée, et ensuite, au moins 800 ans après, ça peut aller de 800 à 4000 ans, c'est le taux de CO2 qui se modifie. C'est la température qui fait varier le taux de CO2. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Le CO2 fait varier la température, c'est ce que nous dit le GIEC. Oui. La nature, elle, répond, c'est la température qui varie d'abord et le CO2 ensuite. Alors on découvre des choses absolument inimaginables. Par exemple, quand Sapiens était encore petit, enfin, si j'ose dire, c'est-à-dire 200 000 ans à peu près. Quand il était alors c'est plutôt aux alentours de 150 ou 100 000. Déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il avait déjà une centaine de milliers d'années derrière lui, ou un peu moins. Ouais. Et donc il vadrouillait en Afrique en petites bandes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu à plusieurs reprises des sécheresses absolument spectaculaires qui ont fait que les grands lacs africains, et notamment le Tanganyika, qui fait quand même 800 km de long et jusqu'à 1500 mètres de profondeur, se sont presque complètement asséchés. Il faut imaginer, hein, et c'est 80% des réserves d'eau de l'Afrique. Pas d'eau, rien. Enfin, plus d'eau. Et puis alors, il y a toute l'histoire, tout le monde connaît Lascaux, etc., Chauvet, Altamira. Et toute cette époque des grottes ornées, c'est presque 28 000 ans d'un chaos climatique invraisemblable, qu'on a peine à imaginer. 28 000 ans. 28 000 ans de chaos climatique. Vous voulez dire quoi? Des variations énormes? Avec des variations absolument énormes, c'est-à-dire des périodes glaciales, au point que les Landes étaient une toundra, qu'on trouve des oiseaux polaires dans les grottes ornées ou pas d'ailleurs. Donc en Dordogne. En Dordogne. Oui, bien sûr, en Dordogne. Parce que les hommes se réfugiaient dans les vallées profondes du sud de la France et de l'Espagne. Et puis, des périodes aussi de réchauffement, on compte dans toute cette période de 28 000 ans, 9 périodes de réchauffement très significatifs, avec des hausses de température très supérieures aux hausses que l'on connaît aujourd'hui, de l'ordre d'une dizaine de degrés, pour simplifier. Dans les mêmes régions. Alors là, c'est dans ces périodes de réchauffement, par exemple la France, qui était couverte de toundra et de neige pendant les périodes froides, tout d'un coup se recouvre de forêts, c'est-à-dire que le forêt de chêne. Et on n'imagine pas 9 fois de suite l'Europe se recouvrant de forêts de chêne, et puis ensuite repassant à la toundra.